Pour l'amour de Dieu, si quelque chose est là, sortez et frappez. Je suis Sir Wallace, mort au l'an de grâce 1729. J'accompagne les défunts vers l'au-delà. Enfin, presque tous les défunts. Celui-ci, par exemple, Melchior Joller, je m'en souviens bien. C'était une drôle d'histoire. Installez-vous, je vais vous la raconter. Nous sommes en Suisse. Melchior Joller est avocat. Il a fondé le premier journal de son canton, Nidwald. Il a siégé au Conseil national à Berne, et en cette année 1860, c'est un notable. Un de ces hommes dont la parole dans un village vaut acte. Retenez bien cela, car c'est très exactement ce qu'il va perdre. Il habite avec sa femme, ses 7 enfants et une domestique sur la route de Lucerne, dans une grande bâtisse qu'on appelle le Speichermatt. Cela commence à l'automne 1860, et cela commence si petit que personne n'y prend garde. La domestique se plaint d'entendre frapper contre sa tête de lit pendant la nuit. Encore une domestique qui raconte n'importe quoi pour se plaindre, se dit Melchior. Puis, c'est Madame Joller et sa fille Mélanie qu'une dizaine de coups rapides sur leur table de chevet réveillent au milieu de la nuit. Melchior croise sa femme et sa fille, alors on cherche. Mais on ne trouve rien. Et comme on ne trouve rien, on décide de ne plus en parler. Je pense que certains d'entre vous auraient fait pareil. L'été suivant, alors que les bruits n'avaient jamais cessé, le petit Oscar monte au 3e étage pour jouer. Un court instant plus tard, on entendit d'en bas un bruit lourd tomber au sol. Melchior se rend à l'étage à toute vitesse et voit son fils allongé sur le sol devant sa chambre, inanimé. Il arrive à le réveiller, et là, le petit Oscar lui explique qu'il a entendu frapper 3 fois à la porte de sa chambre, qu'il a ouvert et qu'il a aperçu une grande forme blanche. Puis, c'est devenu tout noir. Vient le mois d'août 1862, et tout bascule à cause d'une phrase. Un soir, Mélanie et la domestique, à bout de nerfs dans une maison où plus personne ne dort, finissent par poser la question à voix haute. Pour l'amour de Dieu, si quelque chose est là, sortez et frappez. Les 2 garçons, d'ailleurs, essayeront à leur tour dans une autre pièce de la maison, et on leur répondra tout aussi nettement. Vous mesurez ce qui vient de se produire? Ce n'est plus une maison qui craque, c'est quelqu'un qui répond quand on l'appelle. Melchior veut en avoir le cœur net, alors il fait ce qu'il ferait devant un tribunal. Il éprouve le témoin. Il entend gratter dans une cloison, comme des doigts qui tambourinent. Alors il frappe, et le mur lui répond. Il longe la paroi, frappe ailleurs, et le bruit le suit et répond encore. Il cherchera des heures durant, une bougie à la main, sans jamais rien trouver. Le lendemain, il ouvre un cahier et commence, chaque soir, à y consigner la date, l'heure, les personnes présentes, ce qui a été vu et par qui. Et ce qu'il écrit dans ces pages, ce sont les portes de la maison qui s'ouvrent toutes seules, un fauteuil qui se retourne les 4 pieds en l'air devant son fils et la servante, les meubles du salon qu'on retrouve rassemblés au milieu de la pièce, des pierres qui pleuvent sur les enfants dans le jardin, sans jamais en blesser un seul. Et puis, un matin dans son armoire à minéraux qui ferme pourtant à clé, il trouve une ardoise sur laquelle quelqu'un a dessiné à la craie bleue, un crâne humain. Un soir, qu'il dit dans son fauteuil, Melchior sent une caresse dans ses cheveux au-dessus de la tempe gauche. Il attrape la chose sans réfléchir. C'est une petite main, dont il distingue parfaitement le pouce et l'index. Il la tient, il ne la lâche pas. Et c'est exactement à cet instant précis que quelque chose passe devant la fenêtre. Une ombre à contre-jour qui traverse rapidement la pièce. Il tourne la tête 1 seconde, peut-être moins, et quand il regarde à nouveau sa main, elle est vide. Quelque chose dans cette maison ne voulait pas être pris.
Enfin, les autorités se déplacent. Il y a le médecin, le président du tribunal, un juge, le maître d'œuvre et un professeur. Les 5 hommes les plus sérieux du canton, venus ensemble mettre fin à une histoire de bonne femme. Alors qu'ils arrivent dans la fameuse demeure qui fait du bruit, comme ils disent, leur sarcasme et leur ironie vont rapidement laisser place au silence. Enfin, pas tout à fait le silence, puisqu'ils les entendent. Ces coups. Tous les 5. Exactement comme la domestique les entend depuis plus de 2 ans. Ils restent plantés là devant ce martèlement et cette poussière qui tombe de nulle part, complètement hébétés. Ensuite, ils font ce que font les hommes intelligents quand le sol se dérobe sous leurs pieds. Ils cherchent un mot, une explication logique à ce phénomène. Alors ils parlent de volcanisme, de galvanisme, d'électricité. Et ils repartent, sans rien conclure. Une commission officielle est formée dans la foulée. Elle observe quelques jours, puis elle ordonne à la famille de quitter la maison sur le champ, le temps de mener l'enquête. Voulez-vous savoir ce que la commission a écrit dans son rapport final? Devinez, je vous laisse une seconde. Rien. Elle n'a jamais rendu de rapport officiel. On sait aujourd'hui, par des documents retrouvés depuis, ce qu'elle était venue chercher, la preuve d'une escroquerie. Ne l'ayant pas trouvée, elle a simplement cessé de travailler et n'a rien écrit du tout. Melchior leur tend ses cahiers, des mois de relevés, datés, signés. Il les supplie de rester une nuit encore, mais on refuse. Comprenez bien ce qui lui arrive, parce que là, c'est sa vie qui se joue. L'État ne l'a pas traité de menteur. Il s'est tu et il l'a laissé porter cela tout seul. La famille revient dans la maison, parce qu'elle n'a nulle part où aller, mais les bruits, eux, dans la maison, ne s'arrêtent pas. Le 4 septembre, la femme de chambre et l'un des enfants entendent les verrous de la porte d'entrée être secoués. Puis la porte s'ouvrir lentement, et plutôt que de descendre voir, complètement paniqués, ils sautent par une fenêtre du premier étage et se foulent des chevilles tous les deux en atterrissant dans le jardin, 4 mètres plus bas. Il y a aussi dans ces cahiers un détail que je trouve pire que tout le reste. Le bruit d'un balai. Quelqu'un qu'on n'entend pas marcher balaye le couloir en direction du salon avec un balai de paille. Melchior l'écrit exactement ainsi. C'est si net qu'il doute presque qu'il n'y ait personne. Et puis un soir, tandis que Melchior lit son journal, la servante se met à hurler. Elle est blanche comme un linge et une voix vient de lui parler. La voix a dit « Je ne viendrai probablement plus ». Retenez ce mot mortel. Probablement. Parce que cela n'a pas cessé. Cela a empiré. Pendant les 5 semaines qui suivent, une ombre grise vient tirer les rideaux et les balancer de haut en bas. On entend une hache fendre du bois dans une pièce vide, les enfants sont bombardés de pierres jusque dans la chambre de leurs parents, et un après-midi, depuis le jardin, Mélanie lève les yeux vers une fenêtre fermée de la maison, et y voit, longuement, une silhouette en veste verte, qui la regarde sans rien faire. Et pendant ce temps, dehors, il se passait autre chose. La maison était devenue une curiosité. On venait de loin s'attrouper devant les fenêtres, en espérant y voir quelque chose. Un jour de septembre, des gens ont fini par en briser une pour entrer. Alors, le 22 octobre 1862, ils sont partis. Non pas parce que la chose les avait chassés, mais parce qu'entre ce qu'il y avait dans les murs et ce qu'il y avait devant la porte, cette famille n'avait plus nulle part où aller, plus un seul endroit où être seul. Les enfants ont quitté leur chambre sous une dernière pluie de suie et de pierres, et Melchior a fait un dernier tour de la maison avant d'enfermer les portes. Il écrira plus tard qu'il eut le sentiment qu'on venait d'arracher les meilleures pages du livre de sa vie. À Zurich, plus rien ne se produira jamais, mais sa réputation l'a suivi. Et c'est là que commence la vraie histoire. On l'accuse d'avoir monté une supercherie, et il doit comparaître en justice pour fraude, lui et son fils aîné. En 1863, il publie ses notes, en espérant qu'on les lira honnêtement, mais cela ne fait que l'achever. L'homme qui avait fondé un journal et siégé au Parlement finira endetté, moqué, contraint de déménager sans cesse, puis de quitter la Suisse. Il est mort à Rome, dans la pauvreté. Et il n'a jamais rien retiré de ce qu'il avait écrit, pas une seule ligne. Sa maison est restée debout un siècle et demi,
et les curieux venaient de loin se faire photographier devant. Puis en 2010, un maire a décidé que cela suffisait. Il n'y a plus rien à voir à Stans. Je vous ai dit en commençant que je m'en souvenais. Vous avez cru que je l'avais lu quelque part. J'y suis allé, mortel. En octobre 1862, pendant que cette famille dormait à l'étage, j'ai attendu 3 nuits dans cette cuisine. J'accompagne tous les défunts. Vous m'avez entendu le dire chaque semaine. Enfin, presque tous. Celui qui vivait dans ces murs n'a pas voulu de moi. Il avait mieux à faire, car voyez-vous, pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un lui avait répondu. Alors je suis reparti sans lui. Cela m'arrive plus souvent que je ne l'admets. Et si un soir, chez vous, quelque chose frappe une fois dans une cloison, vous savez à présent ce qui l'attend. Ne frappez pas en retour. Le temps me réclame à présent, comme il vous réclamera tous. Dormez bien, mortels, si vous le pouvez encore.